Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le bout à l'N7 pour cette première édition du concours d'éloquence inter-INP de Toulouse. Ça me fait plaisir de vous voir tous, vous avez comblé toutes nos espérances, même peut-être un petit peu trop, on est vraiment plein. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Donc ce soir, je suis accompagné de Clara à ma droite pour présenter ce concours d'éloquence. Merci, vous êtes chaud, ça fait plaisir. Donc je vais la laisser présenter les modalités du concours. Donc concernant le concours, donc chaque participant va pouvoir, donc il y a 9 participants, 9 finalistes, ont été sélectionnés via une présélection dans différentes écoles. Donc il y a 3 participants par école qui pourront passer sur une prestation qui durera 3 à 7 minutes et ils ont pu choisir parmi 5 sujets pour leur passage. Par la suite, le jury va sélectionner 3 candidats parmi ces finalistes pour un dernier passage. Ils passeront sur un seul et même sujet qu'ils auront également préparé en amont. Et ensuite, le jury délibérera pour sélectionner le grand gagnant, avec des super lots à gagner. Donc l'éloquence, c'est quoi? Moi-même, je me pose encore la question. Du coup, on va avoir droit ce soir à des super discours donc sur des thèmes variés. Vous allez les découvrir bientôt. Les candidats vont vont essayer de nous persuader, vont essayer de nous convaincre de voilà, leur thèse, leur antithèse, etc. Non, je pense qu'on va avoir de l'humour aussi ce soir. Ça va être rigolo, ça va être sérieux. J'ai hâte. Je ne sais pas à quoi m'attendre et vous non plus. Ça va être sympa. Donc comme je l'ai dit, on a un super jury donc, qui vient de différentes écoles. Donc on a Benjamin Lalanne qui est enseignant-chercheur à l'A7, Alexandra... on a Alexandra Hull qui est professeure de sciences humaines à l'N7. Émilie Pratt, qui est professeure de sport à l'INP, qui a beaucoup de succès apparemment. Claire Agré, qui est donc assistante de direction au secrétaire général commun de la Haute-Garonne. Merci à elle d'être venue. Et Lydie Bernadette-Rey, qui est responsable RH et présidente fondatrice de Delta et Coupe de Pâtes. Et donc, en plus de ce jury, on a donc 9 candidats qui vont s'afficher maintenant à l'écran. Donc, un tonnerre d'applaudissements, merci. Donc, 3 de chaque école. Et donc, sans plus tarder, on va démarrer. Je leur souhaite bonne chance. Et je vais appeler Maxime, du coup, pour le premier passage de ce beau concours d'éloquence. Merci à tous. Ce soir, sous les lumières scintillantes, sous ces étoiles scintillantes, à l'abri des regards indiscrets, toi et moi, je pense qu'on peut discuter tranquillement. Et je te le dis, il faut qu'on parle. Alors, il faut qu'on parle, non pas que j'ai quoi que ce soit de très important à dire, mais simplement parce que je souhaite garder ce lien, peu importe la manière de communiquer. Et on le sait, il existe tellement de manières de se parler. Je me souviens encore des débuts. Et dans les prémices de cette histoire à l'eau de rose, tout était déjà clair comme de l'eau de roche. Derrière nos regards patientait la promesse d'une superbe histoire à venir. Et au début, c'était vraiment juste ça. Juste 4 yeux qui se fixaient les uns dans les autres et rien d'autre. Alors petit à petit, il a fallu essayer de créer un lien entre nous. Donc on avançait petit à petit l'un vers l'autre. Par des gestes, on essayait de montrer l'attirance.
Alors tu me faisais de l'œil et en retour je te faisais du pied et on avançait comme ça l'un vers l'autre avec ces quelques mouvements maladroits. Et à l'embouchure de cette danse peu assurée, se fracassaient enfin nos discussions. Et désormais, nous pouvions essayer d'arranger les 26 lettres de l'alphabet pour essayer de créer quelques mots sensés et enfin espérer aligner au moins une phrase cohérente. Mais bien souvent, ce n'était pas assez. On n'arrivait pas tout à fait à se comprendre. On n'arrivait pas tout à fait à faire correspondre questions et réponses, sentiments et appréhensions, peurs et excitations. Bien souvent, derrière les un petit peu se dissimulaient les énormément, et derrière les à peu près, les très exactement. On se cachait derrière des mots qui n'étaient pas les nôtres, divagant derrière des discussions sans grand intérêt, si ce n'est celui d'explorer le fond de nos pensées. Et donc on faisait tout pour essayer d'endiguer ces possibles ambiguïtés entre nous. Et on s'y prenait sans doute très mal, mais petit à petit, on arrivait tout de même à exténuer l'ivresse des jours premiers, celle qui nous aurait fait croire que rien ne serait plus exaltant par la suite. Après, la fleur de l'âge, c'était cette rose qu'on s'offrait tous les samedis, mutuellement, comme pour se rappeler qu'on tient toujours à l'autre, et aussi parce que ces petites routines sont parfois plus porteuses de sens que ne peuvent l'être les mots. On savait aussi ne pas s'ennuyer et sortir de toutes ces habitudes qui peuvent aussi nous emprisonner, en improvisant de nouvelles vies ailleurs, absurdes, qui pouvaient éclipser toute la lassitude du quotidien. Bien évidemment, on savait pertinemment que l'amour ne passe pas que par mots et gestes. Il nous fallait aussi traverser les mailles du temps. Alors on a continué, année après année, à s'aimer sans relâche et à attendre les dernières étapes à affronter. Finalement, on s'abandonnait dans les fades journées que nous offrait la retraite à la mer. Une de plus qui nous voyait perdurer au loin, peut-être même au-delà de nos ultimes regrets posthumes. Alors c'est peut-être ici qu'on communique le mieux, dans nos mots et dans les non-dits, dans ces danses où on essaye de comprendre l'autre et on essaye aussi de se comprendre soi-même. Aussi faut-il qu'on continue de parler de cette histoire tant qu'on s'en souvient et tant que le temps nous le permet. Merci. Merci Maxime qui a fait une prestation de 3 minutes 37. Et maintenant, place à Shame de l'ENSAT. Alors ce soir, c'est pas Shaim mais CM qui va vous parler, désolé. Tes démons de minuit, laisse-moi te les présenter. Car si chaque blackout te permet de les oublier, moi, à jamais, ils viendront me hanter. D'abord, il y a cet excès d'enthousiasme qui te fait écrire à ton ex de si pathétiques textes que demain encore, tu nageras dans tes miasmes. Ensuite, il y a cette intrépidité folle qui, à chaque occasion, te pousse au vol. Cône ou panneaux de signalisation, vite, tu les dérobes pour décorer ta maison. À minuit, tes démons susurrent à tes oreilles de vils murmures. Et alors, il ne reste plus qu'une solution. Boucher tes oreilles et, comme Ulysse, t'arrimer à la raison. J'aimerais qu'on reste sur cette première impression, pour une fois. Tes démons de minuit ne sont pas bons. Face à eux, tu n'as qu'une seule solution. Boucher tes oreilles et t'arrimer à la raison. Campons-nous dans ce préjugé. Il ne faut absolument pas les écouter, car tes démons de minuit n'ont qu'une seule idée, dans les ténèbres, te voir chuter. Tes démons de minuit, enfin,
c'était dans le titre, c'était écrit, qu'il ne fallait pas les écouter, que probablement tu allais le regretter. Quel genre d'ami ou ange gardien, céleste, divin, humain, attendrait l'heure la plus sombre, où l'on ne voit plus rien, s'il te voulait vraiment du bien? Tes démons ressurgissent quand la lumière faiblit. Car c'est le lieu des âmes corrompues, c'est le domaine des promesses non tenues, dans les limbes entre le sommeil et la nuit. Ce n'est pas un hasard si Cendrillon ne pouvait pas se permettre de retard. La citrouille, par sa marraine fée transformée, a cessé de fonctionner pile à l'heure où les démons ressurgissent, comme de par hasard. Quand les bienfaiteurs n'ont plus d'action, comprends-le, c'est le moment pour tes démons de ressortir. Maintenant, marquons une pause. Je t'ai rappelé qui sont tes démons et j'espère que par mon humble prose, tu as su voir le danger qui en eux luit. Et écoute attentivement, tu risques d'être surpris. Ange ou démon, tous conseillés, au final, ne cherchent qu'à t'influencer. Oublie Kim Kardashian, elle reste un démon de tous les instants, mais conseil, défi, envie, un mot n'est qu'un mot. Et tes démons ne sont pas laids, c'est les écouter aveuglément qu'il l'est. Pourquoi suivre la foule avinée quand ton système de décision est fatigué? La foule n'a pas cru Galilée, mais qu'aurait-elle fait de bien pire bourré? Au final, qui te connaît mieux qu'eux? Ils ont vu tes pires angoisses, mais ils étaient aussi là pour tes festes, de véritables liesses. Et puis, soyons honnêtes, tu ne pourrais pas te défaire d'eux. Ils apportent une légèreté à ton existence. Saurais-tu vraiment te refuser cette transe? Absorber un peu de cette douce folie dans la pénombre te permettra de mieux supporter le sérieux des journées sombres. Alors, cher ami, qui sont tes démons de minuit? Ils sont ceux qui en toi sommeillent et que la nuit réveille. Alors, pourquoi tuer ce qui est parti de toi quand tu es une telle merveille? Merci. Merci Siem pour cette prestation de 4 minutes 30 et j'appelle maintenant Pauline pour son discours. Heureux qui, comme Lucie, a fait un beau voyage. Ouragan 2016, un film de Barbanson. Au-dessus de Cuba, le cyclone à l'œil rond sème le chaos, détruit tout dans sa rage. Quoi de mieux que Lucie pour nommer un cyclone? C'est en tout cas le parti pris du réalisateur. Arracher des arbres, détruire des maisons, les hommes en danger fuient les habitations. Mais que faire devant cette tempête qui attaque et ravage notre terre préférée? 200 km/h, rien ne peut la calmer. En dépit de toute force, de toute volonté, sur 15 000 kilomètres, les impuissants se terrent. Priant pour qu'elle arrête, ont laissé Lucie faire. Il est assez amusant, lorsqu'on pense catastrophe, de se remémorer Lucie, notre vieille ancêtre australopithèque. Elle est la cousine de notre humanité, d'où découle la quasi-totale destruction de ce monde. Création titanesque de l'espèce humaine, nous avons pris la nature et l'avons étouffée.
Laissez Lucifer! En effet, c'est lui, Louquis Ferré, faiseur de lumière, un séraphin déclassé et retombé à terre. Sans doute trop amoureux de sa propre puissance, a voulu se hisser dessus le Créateur. L'ange déchu, comme l'Homo sapiens, trahissèrent l'un Dieu, l'autre mère nature. Narcissiques, égoïstes, prenant, désireux, pincent les nourritures et ressources à toute allure. Ô Lucie, en 3 millions d'années, depuis le temps où tu vivais ici, tout ce qu'il s'est passé. Potentielle réponse de l'Australopithèque. J'hallucine! Qu'avez-vous donc créé depuis le temps où j'ai grandi? Qu'avez-vous fait? L'homme s'est encombré de concepts. L'argent, la politique, la possession, des sociétés et des systèmes. Il nous faut travailler. Il est très rare que le fruit de nos travaux nous serve directement, encore plus qu'il réponde à l'un de nos besoins primaires. Notre travail n'est qu'une infime part d'un lot, une organisation géante. Sommes-nous plus heureux qu'à la préhistoire? Se battre pour un salaire et une situation sociale est-il plus bénéfique qu'un combat direct pour sauver sa peau? Étions-nous plus nombreux dans la précarité? À la préhistoire, quel était le mode de vie? Trouver un bel acacia où s'accrocher, une grotte pour s'abriter. Pas de gaz ni chauffage automatique, pas de confort. Rien ne facilitait le quotidien. Il était dur de trouver à manger et la moindre maladie pouvait être létale. Mais les ancêtres faisaient avec ce qu'ils avaient, sans se prendre la tête, vivre à 2, 3 ou 4, aucune règle autour du lutinage. Autrement dit, des plaisirs simples et naturels. Aujourd'hui, il est difficile de vivre pour soi-même. L'homme moderne est aliéné par des pseudo-besoins. Il veut plus. Toujours plus. Si ces idées sont vraies ou bonnes, je vous laisse juger. Mais depuis cette époque, si l'on parle bien de progrès, laisser Lucie faire durant tant d'années nous aura bien pris une part de notre liberté. Merci. Merci beaucoup Pauline pour ta prestation, donc 4 minutes 42. Et maintenant, place à Maxime. Johan, pardon. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis ici ce soir parce qu'il faut qu'on parle. N'étant pas un homme de plume, et encore moins un ornithologue, quelle ne fut ma surprise d'apprendre qu'en plus du fait que le hibou ulule, le corbeau croasse, le canard cancane, de tous les oiseaux, seul le faucon parle. Cette injonction, faut qu'on parle, résonne en moi comme le dernier message d'une ex, celui que l'on reçoit après une prise de bec avec l'être aimé. Alors, on fait l'autruche, parce qu'on sait que la conversation qui va suivre se ponctuera d'un accord commun unilatéral de rupture non conventionnée de toute activité de tourtereau à effet immédiat. Autrement dit, vous voilà désormais seul dans le nid, et votre petit cœur y a laissé des plumes. Dans un couple, comme chez Nagui, n'oublions pas les paroles et leur importance. Alors, comment ne pas profiter de votre présence pour faire passer un message ?
Je vais bien sûr éviter de parler pour ne rien dire, parce que tout comme mon ex, vous trouveriez ces 5 minutes un peu longues. Je pourrais vous parler d'actualité, de cette étoile qui nous a filé entre les doigts, qui nous hante. Mais si, vous savez, cette étoile filante, que l'on aurait pu arborer, fier comme un coq. Mais cette coupe, comme un lointain cousin germanique, a appris la clé des champs en Argentine. Mais passons, cela ne sert à rien de remuer le couteau dans la pelée. Mais qui m'écoute si je parle? Noyé par le débit d'information, il semble difficile pour quiconque de boire mes paroles. Journaux, radio, télévision, internet, réseaux sociaux, ça piaille, ça jacasse. Tant et si bien que plutôt que de participer à la cacophonie ambiante, on se cloue le bec soi-même. On donne la parole à des experts en rien, qui ont un avis sur tout, et on la coupe à ceux qui ont eu une solution pour tout, mais à qui on ne donne rien. Notre esprit, battu par les flots, ne s'entend plus parler et n'arrive plus à y ancrer l'importance de ce qui se dit. Il arrive parfois que la marée cruelle révèle les épaves d'un temps que l'on pensait révolu. Idéologie raciste, remise en question des droits fondamentaux des femmes. C'est ce qui arrive quand on laisse les mauvaises personnes recueillir les trop nombreuses bouteilles à la mer sans cesse refoulées. Pendant que les migrants et les syndicats s'échouent sur la grève, que les stocks de matières premières fondent comme la neige au soleil, le supertanker glisse sur l'eau, au détriment de l'Amazonie, afin de nous faire profiter de sa caverne d'Ali Baba. Il est donc encore plus important de savoir prêter l'oreille, qu'elle soit attentive plutôt qu'indiscrète ou sourde. Enfin, il ne s'agit pas pour autant de se taire. La voix d'un individu, dans un foyer, à l'instar de la voix du peuple dans la société, se doit d'être à minima exprimée. Sur la belle autoroute A49.3, l'Elisabeth Borne de péage met tout le monde à l'amende. Sur la route, oui, il y a eu du move, oui. Mais surtout des accidents démocratiques. Le gilet de sécurité se change donc logiquement en gilet jaune à l'approche du printemps. Les réformes bourgeonnent et font éclore la rage de ceux qui ne se sentent pas entendus. La lacrymo, ce pollen des manifestations, agrémente les barbecues de son LBD aux petits oignons. Le conflit tourne en rond, point. Cet élan révolutionnaire est désormais suivi par des mouvements plus verts, qui prennent la parole dans l'action. Reprenant un slogan de mai 68, le boomer arrosé joue désormais le rôle de l'arroseur. Sois jeune et tais-toi. La jeune génération, voulue en atlas portant sur ses épaules le poids des enjeux majeurs de notre siècle, est désormais dépeinte comme aliénée, courbant les chines, les yeux rivés sur un écran. Une action valant 1000 mots, le cours de l'action s'effondre. On jette des tomates sur un tableau de grand peintre, on se menotte au filet d'un célèbre cours de tennis, on se goudronne au goudron sur les grands axes. Bref, on pisse dans un violon. À défaut d'être un nouveau courant d'art contemporain, ça fait parler. Simple goutte d'eau dans l'océan ou pavé dans la mare, seul le temps nous le dira. D'une germe naïve provenant de l'expression du désaccord générationnel, peut-être pourrons-nous un jour en cultiver la révolte. En attendant, profitons du moment présent pour se parler franchement. Se dire qu'on s'aime sans l'Instagrammer, ne pas se résigner sans avoir au moins essayé, ne pas avoir peur du mot de trop, car il est mieux que tout simplement rien. Faut qu'on parle, faut qu'on s'écoute, mais faut surtout pas qu'on se taise. Merci. Merci à Johan pour sa prestation de près de 5 minutes. Je vais à présent appeler Elsa pour son discours. Merci. Oh non. Ah mais c'était... Ah non, je me suis trompée. Mais c'était pas du tout ce sens-là, le mot tarte. Mais oui, évidemment, c'est un gâteau dont il est question, c'est pas une torgnole dans la face. Je suis sûre que vous aviez compris en plus qu'on parlait d'une tarte, pas d'une tarte.
Ah, je me sens pas normale du tout là. Ça vous est déjà arrivé à vous de vous sentir anormal? Trop différent? Bien sûr. Qui n'a jamais expérimenté cela? Et on sait très bien que cette différence, malheureusement, peut entraîner le rejet. Et manque de bol, l'être humain est une espèce sociale qui a horreur d'être rejeté. Alors, ce soir, cher jury, cher public, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais vous demander, est-ce qu'à trop vouloir rentrer dans le moule, on finirait par ressembler à une tarte? Car c'est bien de cela dont il s'agit. Si je ne suis pas différente, je ne rentre pas dans le moule. Je rentre dans le moule, si je ne suis pas différente. Mais avant de vous conter mon histoire, laissez-moi aller vous chercher mes notes, car j'ai peur d'oublier ce que je vais dire. Merci. À trop vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Waouh, ça fait réfléchir en... Alors, les sentiments premiers que suscite cette maxime sont, je le pense, quasi unanimes. Effectivement, nous finirions tous par être pareils si nous rentrions dans le moule. Et en plus d'être similaires, nous ne serions pas plus intéressants qu'une vulgaire tarte inerte. Quelle monotonie! Alors, il n'y aurait plus de divergence d'opinion, plus de divergence d'interprétation. Remarquez, cela peut avoir du bon. On aurait pu se mettre d'accord sur le sens du mot tarte et je n'aurais pas mal interprété mon discours. Quoique, ça aurait pu être pire. J'aurais pu me méprendre sur le sens du mot moule et me frapper avec des fruits de mer au début de mon discours. Mais dans un contexte moins culinaire et plus représentatif de nos vies, rentrer dans le moule n'est pas souhaitable. Et pourquoi cette connotation négative? Eh bien parce que si je rentre dans le moule, je ne suis plus moi. Je me développe dans une place étroite et évoluer dans un espace restreint ne permet pas de grandir, encore moins de s'épanouir. Alors cette définition est partiellement vraie, mais elle est amplement incorrecte, abusive et terriblement maladroite. Car une seule possibilité est envisagée ici, celle de l'absence d'épanouissement. Et pourquoi? Eh bien, parce que si nous rentrions dans le moule, nous serions comme tout le monde. Et là, voilà la peur que nous partageons unanimement. Vous vous êtes tous déjà sentis trop différents. Mais vous arrive-t-il de vous sentir trop normal? De trop être moyen? De trop rentrer dans le moule? Et ne pas finalement valoir mieux qu'une tarte? Mais vous avez le droit d'être comme tout le monde. Vous avez le droit d'avoir des goûts populaires. De même que dans vos choix de vie, si je décide de vivre une vie dénuée d'aventures banales, je ne vaux pas moins qu'un globe-trotter. Attention, ici je ne fais pas l'apologie du conformisme, mais je n'estime pas que le dessin si souvent raillé du métro boulot dodo signifie qu'on a raté sa vie. Ce n'est pas une ode à la normalité que je vous récite. En questionnant le droit d'être normal, je ne renie pas la beauté et surtout l'importance de la différence. Alors oui, c'est outrageant d'être jugé et rabaissé parce qu'on est différent. Mais c'est tellement douloureux d'insinuer que l'on n'est personne si on ne se démarque pas. Bien plus douloureux, je vous assure, que le premier mot dont j'ai doté le mot tarte au début de ce discours. Et puis de toute manière, l'affirmation est fausse, car il n'y a pas qu'un seul moule. Sur 8 milliards d'individus, il faut bien penser qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'exister. Car s'il est question de ressembler à une tarte, d'accord, rentrons dans le moule. Mais lequel? Car des moules, nous en créons nous-mêmes. Lorsque j'affirme appartenir à une communauté, je crée une case. Nous sommes tous des façonneurs de moules, nous sommes des mouleurs. Alors bonne nouvelle, si nous rentrons dans le moule, il n'y aura pas qu'un seul type de tarte.
Nous serons des tartes à la fraise douces et sucrées, des tartes tatin à savourer, des tartes tapin pour, vous voyez, en pâte à pain pour diversifier, au goût de rouille, tarte au citron, et réjouis et Cendrillon et ses démons, des tartes à la citrouille. Finalement, en créant des ressemblances, nous multiplions les différences. Et même sur certains aspects, effectivement, nous sommes comme tout le monde, nous sommes normaux. Mais on se construit continuellement par rapport aux autres. On se façonne avec eux. Et comment le faire sans moule, sans exemple? Alors je n'ai plus peur, car je sais que maintenant, je serai moi-même, peu importe le moule dans lequel je décide d'évoluer. Alors oui, cher jury, cher public, à trop vouloir rentrer dans le moule, nous finirons par ressembler à de multiples tartes, aussi différentes, uniques que magnifiques. Et si le charme de cette destinée ne vous convainc pas, j'aimerais me taire en vous posant une dernière question. Car selon vous, est-il préférable de ressembler à une tarte ou à une moule? Merci beaucoup Elsa. Donc elle parle pendant 4 minutes 45 et cette fois je le connais, place à Nathan. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Ça, c'est le sujet que j'ai choisi pour ce soir. Alors du coup, je crois que je vais devoir vous parler, mais c'est pas facile en fait parce que vous m'impressionnez drôlement. Vous êtes 500 dans le public, il y a un jury, moi je suis tout seul. Vous êtes confortablement assis, moi je suis debout, les jambes toutes tremblotantes. Et puis vous êtes en silence à mon écoute. Et moi je dois parler, mais c'est dur. Et en plus, je voulais même pas le faire, ce concours, c'est ma grand-mère qui m'a inscrit. Elle m'a dit que j'avais toutes les capacités pour le faire. Donc je me suis lancé. Allez Nathan, lâche pas, vas-y mon grand, pose ton cerveau, fonce. Ça, c'est mon papy. Il m'a dit ça juste avant au téléphone, donc allez, je me lance. Faut qu'on parle. Généralement, ce n'est pas pour annoncer une bonne nouvelle. Je ne connais aucun plan à 3 qui ont commencé par « Hey, faut qu'on parle ». Cette expression génère en principe un silence et juste après une écoute attentive. Mettons-nous en situation. Ruby, attends, écoute-moi, faut vraiment qu'on parle, faut qu'on parle. Il faut que je te le dise, il faut que tu le saches. Je suis extrêmement peiné de devoir me séparer de toi. Dès le premier jour où j'ai posé mes yeux sur toi, je suis tombé amoureux. Tu étais tellement belle. J'ai été fasciné par tes courbes, par tes formes, par ta carrosserie, par ton élégance. Tu étais discrète et silencieuse, mais en même temps si vive, dynamique et sportive. Tu m'as fait vibrer dans tous les sens du terme. J'ai aimé passer toutes ces heures à tes côtés, en toi surtout. Et même si tu as toujours démarré au quart de tour, même si tu dépassais les limites, un peu, parfois, je t'ai toujours été fidèle et j'ai été toujours fou amoureux de toi. Mais Ruby, il faut que je te le dise, aujourd'hui on doit se séparer. J'en ai assez. Ton entretien me coûte une fortune, sans parler de l'élixir dont tu raffoles, mais dont le prix ne fait qu'augmenter. Et tes gaz, une odeur, une horreur. Pardon. Et puis tu n'iras plus bien loin avec tes 198 000 km au compteur.
c'est la fin de notre histoire, Ruby. Et chef, faut qu'elle parle, là. Maintenant, chez Tony, ça vous parle? Ça fait 37 ans que je bosse dans votre usine. 37 ans que je me réveille à 5 heures du matin, tous les matins. 37 ans que je coupe et que je soude vos petites pièces pour le plaisir de votre gros compte en banque. 37 ans que 10 minutes, elles me sont décomptées quand un popol, il veut faire un sgout. Puis, 37 ans que je rame pour faire manger mes gosses, parce que le viel augmente, mais jamais mon salaire, monsieur. Figure-toi qu'hier, j'étais au Noël, et une femme, elle m'a acheté un ticket à gratter, puis je l'ai gratté. Et j'ai gagné ce gros lot. Tony Derbach, monsieur. Et ben aujourd'hui, il vous dit merde. Alors il le fait ben poliment, mais il le fait et il est ben content de le faire. Merde. Françaises, Français, mes chers compatriotes, faut qu'on parle. Jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse le pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue aujourd'hui une réalité immédiate, pressante. Le gouvernement a pris des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges et les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars et tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions. Elles ont été prises avec ordre, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Nous sommes en guerre. Sanitaire, certes, mais nous sommes en guerre. Faut qu'on parle. La parole est sans doute l'une des plus belles acquisitions de l'homme. Elle nous permet de formaliser et d'exprimer notre pensée. Parler nous permet de nous livrer, de nous confier, de dévoiler nos sentiments, tel l'amoureux transi de sa voiture, Ruby. Parler nous permet de partager nos émotions, comme l'employé d'usine, Tony Derbach, qui est heureux d'annoncer qu'il vient d'être millionnaire. Parler nous permet également d'informer ou d'alerter, confère le discours de Monsieur le Président. Et même si l'on est timide, comme je l'ai été au début de mon discours, même si la prise de parole avec des pairs, en relation duel avec un professeur ou un supérieur hiérarchique, devant une salle de classe, tiens, devant un public rempli de spectateurs, peut nous rendre anxieux, voire nous impressionner, même si l'on peut craindre ne pas avoir suffisamment de vocabulaire et de ne pas employer les bonnes tournures de phrases, même si notre voix est tremblotante, même si l'on a peu de facilité à nous exprimer oralement, nous avons le droit et le devoir, au nom de toutes les personnes qui se sont battues pour que ce soit possible aujourd'hui, de nous exprimer. Cher public, cher jury, faut qu'on parle. 7 petites minutes m'ont été accordées pour me présenter à vous et j'ai sorti mes tripes pour vous toucher, vous divertir, pour vous accrocher, peut-être même pour vous séduire. Quant à vous, papy et mamie, j'espère que vous êtes fiers de moi parce qu'aujourd'hui je l'ai fait et j'ai réussi. Merci à tous. Merci à Nathan pour son discours de 7 minutes tout pile. C'est maintenant Blandine qui va prendre la suite avec son discours. Ça marche pas là? Ah, oh, aussi ça marche. Ok. Est-ce que... C'est bon. Ok. Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose dont votre foi se souvient. Et pour une fois, je ne parle pas d'alcool.
Vous l'aurez compris, en ce contexte de retour de fêtes hivernales, je veux parler du chocolat. Le chocolat nous est venu d'Amérique et existait d'abord sous forme liquide, puis solide, puis en poudre. On en a extrait le beurre, la pâte, la matière grasse, la matière sèche. Bref, la première leçon à tirer, la leçon numéro 1, c'est que la vie, comme le chocolat, est polymorphe. On la transforme, on la travaille, et au final, on en fait ce que l'on veut. Exemple, faire du chocolat un sujet de concours d'éloquence. Au fil du temps, différentes formes de chocolat à croquer ont été élaborées. 1821, chocolat noir, le premier, le vrai. 1875, chocolat au lait, créé en Suisse suite à la fabrication du lait en poudre. 1930, chocolat blanc, mis au point pour valoriser les surplus de beurre de cacao. Mais aussi 2012, chocolat blond ou dulcé, à la teinte dorée et aux arômes caramélisés. Ainsi que 2017, chocolat rose ou rubis, issu de la fermentation bien particulière de certaines fèves de cacao qui lui octroient naturellement cette couleur rosée et ce goût fruité. Leçon numéro 2. Ce n'est pas parce que nous avons accès à certaines réalités qu'il n'en existe pas d'autres. Tout est question de point de vue. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Alors, il y a des mous, des durs, des doux, des purs. Il y en a de toutes les formes qui défient les normes, pour tous les goûts et à tous les coups. Il y a des sophistiqués, huppés, toujours bien emballés, et puis des basiques, toujours aussi peu chics. S'ils paraissent à égalité lorsque mamie ou tonton vous les propose à la fin du repas, vous et moi savons très bien ce qu'il en est. Lesquels sont les privilégiés et lesquels sont ceux qui finiront des jours durant au fond de la boîte sans que personne ne les approche. Leçon numéro 3. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les apparences ont leur importance. Dès la première vue, d'une couleur, d'un aspect, on déduit des caractéristiques, on tire des conclusions et on y adapte nos comportements discriminants. Nous sommes comme les chocolats dans la mesure où on se présente au monde par notre enveloppe charnelle. Ce sont nos corps qui portent nos histoires, nos vécus, nos héritages et parfois aussi nos choix. Nous avons toutes et tous ici un corps et mieux, je dirais que nous sommes avant tout des corps. Dans la vie, comme dans une boîte de chocolat, il y a des blancs, des noirs, des gros, des maigres. L'emploi de ces mots vous met-il mal à l'aise? Alors, je m'interroge. Pourquoi devrais-je dire black alors que je n'ai ni TOEFL ni TOEIC, ou bien Renoir au lieu de dire noir? Pourquoi devrais-je dire enrobé ou enveloppé plutôt que gros? Cela ne devrait pas nous gêner. Il s'agit seulement de caractéristiques physiques comme grand ou brun. Leçon numéro 4. Les mots sont porteurs de sens. Les fuir ou les omettre en dit long sur notre monde. Noir, blanc, que je parle de chocolat ou de couleur de peau, il n'y a pas de gros mots. Gros, maigre, que je parle de cacao ou de corpulence, là encore, il n'y a pas d'insolence. Ne pas nommer correctement ces réalités revient à les invisibiliser et, de manière insidieuse, suggérer qu'elles n'ont pas droit de citer. La vie, c'est comme une boîte de chocolat et devant vous ce soir se tient un spécimen d'apparence valide et féminine, au goût prononcé pour les mots et la philo, avec une texture plutôt croquante portée sur la cacahuète, avec une démarche équitable et une patte militante, le fruit d'un arbre parental conflictuel
qui nourrit un besoin de reconnaissance continuelle, sans appellation d'origine protégée. Je m'appelle Blandine et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup Blandine donc pour ta prestation de 5 minutes 20. Je crois que Abel est en train un petit peu de galérer. Et maintenant, place à Bruno. Faut qu'on parle. Vous me prenez sans doute pour une brute à déballer le sujet de manière aussi abrupte, sans introduction, sans préavis, mais c'est souvent comme ça dans la vie. Toujours dans un moment imprévu, elle n'est jamais la bienvenue. Au milieu d'une journée anodine, cette courte phrase assassine. Et qui que soit l'expéditeur, elle a les mêmes effets sur le cœur. Au début, il s'arrête. Ensuite, il s'emballe. Mais qu'ai-je bien pu faire de mal ? Alors on repasse chacune de nos actions en attendant cette fameuse discussion. Faut qu'on parle de quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause de moi ? On anticipe la pire des galères, incapable de rester terre à terre. Et lorsque la vérité est dévoilée, on se sent presque soulagé. On s'imaginait avec de la merde jusqu'au cou, on en a finalement jusqu'au coude. On s'imaginait perdre son meilleur ami, on a finalement un nouveau beau-frère. On s'imaginait viré, licencié, bon, on s'est juste bien fait engueuler. On s'imaginait cocu, trahi, humilié, bon, on s'est juste fait larguer. Et le voilà, l'intérêt du « faut qu'on parle ». À s'imaginer le pire, le mauvais devient un moindre mal, presque une consolation. Et à tous ceux qui utilisent cette phrase, notamment par SMS, sachez que vous laissez votre victime dans une grande détresse. Parfois une nuit entière, quand le message date d'hier. Et ça, juste pour vous faciliter la tâche. Bande de lâches. Je ne remets pas en cause son efficacité, mais faites au moins preuve d'originalité. Quitte à faire le mal, autant le faire bien. Soyez original, mettez-y les moyens. Empruntez la plume de Cyrano, et sans vous prendre pour un héros, variez le ton selon la situation. Par exemple, tenez, poétique. Demain, des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, nous parlerons. Optimiste, j'ai beaucoup de choses à te dire. Certains points à éclaircir. Pour toi, il en est de même. Résolvons donc tous nos problèmes. Solennel, j'invoque mon droit au pourparler. Militaire, vous êtes convoqué à un sommet de la plus haute importance. Nous exigeons votre présence. Voilà de bien plus belles façons d'amorcer une discussion. Donc, faites-moi plaisir et faites-nous rêver. Puisez votre imagination dans chacune de vos émotions. Faites parler votre élégance et brillez grâce à votre éloquence. Merci. Ouais, j'ai peu galéré tout à l'heure. Merci Bruno pour ta prestation. 2 minutes 43, je ne sais pas compter, on me confirme pas, 49, merci. Et bientôt Nadège sur cette scène pour vous parler. Au-dessus de ce bar où la vie fait rage, encapsulé par son double vitrage, le cours de la nuit suit un tout autre virage. Lucie se sent seule, doublement isolée de cette fièvre de vie, elle triple les doses pour scier l'insomnie.
À peine lucide, elle est privée du concert. Mais ici, Lucie laisse Lucifer son concert privé. Les démons de minuit l'entraînent au fond de son lit et lui chantonnent une toute autre mélodie. Les yeux rivés vers le plafond, elle entendrait même les battements de son cœur et sa respiration haletante. Dans ce silence sidérant, son cerveau s'évertue à sonder son passé sévèrement. Ses pensées fusent telles des comètes et dissèquent chaque erreur qu'elle a pu commettre. Des bribes, presque des bruits s'accumulent comme des débris dans son esprit. Dans sa tête, ça tourne, le film de sa vie sature, tout tourne en rond, comme les anneaux de Saturne. C'est peut-être tout, mais ça dure, et c'est dur. Régie par ses rouages nocifs depuis l'âge de ses 13 ans, elle s'engouffre une fois encore dans ce vortex indicible, insécable, indissociable. Impossible de se fixer sur une pensée, dans son cerveau elle asphyxie. L'espace-temps se distord, noyé dans une impossibilité de relativiser. Chaque seconde dure des heures. Son cœur a un trou noir, les ténèbres pénètrent sa poitrine et sa cage thoracique se comprime. Seule sur sa planète, elle attend la fin de la révolution. C'est peut-être ça la crise de la vingtaine. Être ou ne pas être, ce n'est plus une question. Après des heures comme des années-lumière à contempler la noirceur de ce vide existentiel, ses yeux maintenant lyophilisés ont humidifié son visage entier. Enfin, son cerveau se vide et ses vaisseaux se dilatent. Elle met son cœur sous vide et son esprit divague. Batterie faible, l'écran de sa vie se met en veille, tout s'éteint. Dernier flash, 3h00, énième victime du quart d'heure toulousain, Morphée apparaît enfin. Il est maintenant l'heure pour Lucie de s'effacer dans la douce face cachée de ses cachets. Plongée dans son rêve, elle l'aperçoit. Lui, c'est Sully. Génie comme Dali, exotique comme Bali, il nous vient d'Italie. D'après ses récits, il aurait été pilote de rallye, soldat au Mali, surfeur d'Australie. Bref, il nous a tous à la bonne, il cuisine comme personne, il sait même jouer du trombone. Avec ses bouclettes d'ange et ses yeux bleu ciel, son grain de peau couleur caramel, il a une gueule d'ange à faire pâlir Gabriel. Puis, il est franchement bien sapé. Avec sa tête auréolée, il nous ferait les meilleurs réolés. Tout compte fait, Sully serait le genre parfait. Que peut-on donc lui reprocher? Posté dans un coin de la pièce, une cigarette au coin des lèvres, il fume sa vie avant que sa vie ne le fume. La foule est dense, mais il la voit transparaître, perchée sur ses gambettes, le rythme au corps, elle danse de tout son être. Endiablée, près aux pieds, plongée dans un écran de fumée, la piste entière tombe à ses pieds. Ange déchu, Lucie se déchaîne, avidée, bien défue, voulant briser ses chaînes. Sully est captivé, il n'a Dieu que pour cette fille au talon aigu qui se déhanche. Comment lui en vouloir? La scène est captivante, la femme à l'hermine envoûte l'homme de Vitruve. Puis, prenant son courage à deux mains, sur un air de funky music, il avance d'un pas assuré. 2 verres de champagne à la main, regarde la mer qui s'y balance, lui entend un et santé. Il trinque. Lucie est sulfureuse, mais derrière son grand sourire, Sully la voit souffrir. Papotage, vapotage, il commence à tout déballer, quasiment sûr de l'emballer. Après tout, aucune femme ne lui a jamais résisté. Mais pourtant, Lucie est vite lassée. Sa vie siliconée, à aucun moment elle ne s'y reconnaît. Elle sort, il la suit. Sa présence se fait de plus en plus pesante. Son verre descend et son ton monte. Le théorème est simple. Une vidange de champ, une vidange décampe. À la lueur de ses néons rouges, Sully aperçoit enfin son vrai visage. La dame de la BU avait raison. On ne juge pas un livre à sa couverture. Et pour cause, subtile parade, Sully s'habille bel et bien en Prada. Une fois sur le trottoir, et c'est déjà trop tard, le garçon aimait trop boire. Aussi bien connu des services de bar que de police, il avait déjà abusé de Stella,
à multiples reprises. Le soleil de minuit anime de nouveau ses démons de midi. Sully salive à l'idée de soulever les bas de Lucie. Elle qui l'ensorcelle ne s'en sortira pas seule. Paralysée par la peur comme proie devant prédateur, Lucie connaît l'issue. Il a un bon coup dans le nez, il lui en met une bonne douzaine. La cloche de l'église retentit. Sacrée ironie des 12 coups de minuit. L'amour, à quoi bon le chercher de midi à 14h lorsqu'on peut le trouver de minuit à 4h? Enivré par son odeur et ses sombres liqueurs, tout son être brûle de l'embrasser pour mieux l'embraser. Il a le diable au corps et vu la chaleur qu'il lui a insufflée, pense qu'elle a le feu au cul. Mais elle est éteinte. Le corps de Lucie à sa merci, Sully avait réussi ce qu'il préparait avec minutie. Il observe cette silhouette filiforme qui tient à bout de doigt. À force de l'allumer, il l'avait vidé de sa substance. L'amour, c'est comme une cigarette. Il chantonne dans sa tête. À la fin de la soirée, tu ne laisses qu'une traînée. 3h04, Lucie est réveillée par un cri strident. Elle passe la tête par la fenêtre. Juste en bas, à quelques mètres, le cauchemar de Lucie n'était plus une simple hallucination. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste cette femme, inerte sur le trottoir, le nez en rouge. Elle a besoin de trouver quelqu'un pour s'en sortir. Il avait besoin d'un peu de chaleur à mettre dans son cœur. Aveuglés par le soleil de midi, on manque de voir leurs démons de minuit. Prenons soin de ceux qui nous entourent. On n'est jamais bien loin d'un point de non-retour. Merci. Donc on est à 7 minutes 15 là. Tous les candidats sont passés pour la première partie de la finale. Donc on va laisser le jury délibérer. Donc il y aura une petite entracte. Donc vous pouvez prendre l'air et aller aux toilettes si vous le souhaitez. Place. Roulement de tambour. On leur laisse avancer. On va le dire. De la 7, Johan de l'N7 et Blandine de l'N7. Du bruit pour Pauline, s'il vous plaît. Mais Pauline va se préparer pour passer à son second discours. Je tiens à dire aussi que c'est un pur hasard si un élève de chaque école a été sélectionné pour la grande finale. Nous avions pertinemment dit au jury que c'était pas nécessaire et que c'était les 3 meilleurs qui seraient sélectionnés. Voilà. Pauline se prépare, c'est un petit peu long parce que c'est bref. Elle était peut-être pas préparée, peut-être que si. On verra. Donc le thème de cette grande finale, c'est votre dernier mot, qui sera donc le dernier discours aussi. J'essaie de meubler, vous vous en rendez compte. J'ai plus de discours, j'ai plus rien à dire. Non, l'élo ce sera pour plus tard. Non, en vrai non. Non. Voilà, Pauline. C'est votre dernier mot. Vous imaginez? Le dernier.
Après cela, les portes se referment. Vous ne pourrez plus jamais y ajouter quoi que ce soit. Le dernier mot accroché à vos lèvres va planer au-dessus de votre entourage, puis, lorsqu'il aura résonné en chacun, il s'évanouira dans le silence. Après le dernier mot, qu'y a-t-il? Rien. Quelqu'un d'autre prend la parole. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Cela signifie que vous désirez poursuivre votre entreprise, que vous souhaitez encore prouver quelque chose à quelqu'un ou à vous-même. Ou bien, c'est mon dernier mot. À la fin du témoignage en cour pénale, votre dernier mot, c'est aussi en bas d'une lettre, lorsque vous signez, la marque d'affection, présente ou non, au bas de la page. Certains écrivains ont utilisé la fin d'une page de façon plus engagée. Soulever la nation dans une ultime supplique. C'est votre dernier mot, vos dernières paroles, ultima verba. C'est le titre que Victor Hugo a choisi pour le poème qui clôture son œuvre, Les Châtiments. Dans celui-ci, il exprime son opposition à Napoléon III, qui s'apprête à devenir, par la force des armes, empereur. J'accepte l'âpre exil, n'utile ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié, qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien, j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Sylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ainsi, Victor Hugo se dresse contre l'Empire. Et en faisant de ces deux vers la fin de cette œuvre, il persuade. Sa position ne pouvait être plus limpide qu'exprimée en ces dernières phrases. Voilà ce sur quoi le lecteur subsiste. Voilà ce sur quoi il médite. Vous imaginez alors l'impact politique que les derniers mots d'un homme célèbre peuvent avoir. Mais qu'en est-il d'un homme plus commun? Je vais vous raconter l'histoire du testament de Monsieur Illon. Jean-Pierre Illon lit les dernières volontés de son père, Émile, mort il y a quelques jours. Après une longue énumération des biens sentimentaux que M. Illon père léguait à ses amis les plus proches, il conclut avec ceci. À ma chère fille, Humilias, je donne tout le reste. Jean-Pierre bondit hors de son siège. Comment? Père, c'est là votre dernier mot? Après toutes ces années à vous servir, vous plaire, vous flatter, de votre testament, je reste miséreux? Quelle injustice de se voir balayer, donner tant, recevoir si peu. Aussi irrité que ne puisse l'être un homme, il retomba lourdement. Mais aperçut alors un post-scriptum au dos du document. Apprends, mon fils, que la naïveté n'eût jamais fait partie de mes faiblesses. Fils avare, escroc, intéressé, c'est désargenté que je te laisse. Jean-Pierre, fou qu'au dernier moment, la colère emporte au lieu du déshonneur, ne fait qu'injurier et son père et sa sœur. Ma sœur, humiliation! Elle a gagné le sou, gagné le cœur, tout gagné. Des millions. Et là, c'est mon dernier mot. Merci.
prestation en 5 minutes. Et maintenant, place à Blandine de l'ENSAT. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Rebonsoir. Z-Y-T-H-O-N. Ziton. Plus 31 points au Scrabble, j'ai vérifié. Vous devez être en train de vous demander, mais où est-elle allée chercher ce mot? Et vous auriez raison de vous interroger sur ce que fut ma quête, que dis-je, mon périple jusqu'au Ziton. Laissez-moi vous l'exposer. En premier lieu, il me fallut trouver un dictionnaire. Et ce ne fut pas une mince affaire. Vous vous moquez peut-être, mais au risque de paraître zélé, je vous jure que de nos jours, en trouver un au format papier est devenu une véritable épopée. Et ce fut mon oncle, ce héros, qui m'apporta l'objet de toutes les convoitises, ce pavé droit zébré des mots de la langue de Zola. Une fois en main, il me fallut réapprendre à manier l'engin. Et je filai à la dernière lettre, Z, dernière page, dernière colonne, dernière ligne, quand enfin, Ziton. Nom donné par les archéologues du XIXe siècle à la bière fabriquée en Égypte pharaonique. Décidément, ce soir, tout nous ramène à l'alcool. Ce doit être l'ambiance école. Toujours est-il que Ziton n'est ni le mien ni le vôtre, mais bel et bien le dernier mot de la langue française. Voilà qui laisserait sans voix ce cher monsieur Foucault. Zioup, c'est à cet instant que l'Assemblée se scinde en deux groupes distincts. D'un côté, les personnes qui, en entendant le nom Foucault, ont pensé à Jean-Pierre, le présentateur télévisé de Qui veut gagner des millions. Et de l'autre, les personnes qui, en entendant ce même nom, Foucault, ont pensé à Pierre, le penseur et philosophe du XIXe siècle, du XXe siècle. Alors je vous vois zioter d'un œil inquiet votre entourage pour tenter de sonder à laquelle des deux catégories vous appartenez. Groupe A, bravo, vous avez les références de ce que l'on appelle la culture populaire. Groupe B, félicitations, vous maîtrisez les codes de ce que l'on nomme la culture légitime. D'un côté, un jeu télévisé de culture générale, de l'autre, des travaux philosophiques. Dans les deux cas, il s'agit de culture. Et pourtant, il semblerait que l'un soit plus valorisé que l'autre. Pourquoi? Eh bien, comme le théorise si justement Pierre Bourdieu, le sociologue, parce que nous vivons dans une société différenciée, constituée de plusieurs cultures qu'elle se plaît à hiérarchiser, distinguant ainsi le noble du reste. Aussi, pour briller en société, il vous sera probablement plus utile de savoir citer les grands noms de la philosophie plutôt que les grands noms de la télévision. Cette distinction vous paraît peut-être logique, voire naturelle. Et pourtant, Bourdieu montre qu'il n'y a rien de rationnel. Il s'agit de cadres de lecture, arbitrairement érigés et socialement hérités. Vous est-il déjà arrivé d'avoir honte? Honte de ce que vous pensez, de ce que vous aimez. Vous est-il déjà arrivé de vous retenir, de surveiller votre manière d'être pour ne pas paraître trop ceci ou trop cela? Un mot de travers et zou, le mépris vous classe.
et la sentence. Étirez vos capes, vous l'avez groupe A. À titre personnel, j'aime le rap et j'aime la poésie. J'aime le ballet à l'opéra, mais j'aime zouker au Zapata. J'ai passé la moitié de mes étés dans un chalet à l'océan et l'autre moitié dans une caravane au camping. J'ai côtoyé un lycée privé, mais j'ai grandi dans le 93. J'ai voulu faire des études d'ingénierie et c'est à l'ENSAT que j'ai atterri. Zut. C'est la zizanie dans mon esprit, pardonnez cette frénésie, mais comprenez ce que c'est que de zigzaguer sans arrêt entre beaufry et bourgeoisie. J'hésite, je suis entre le ziste et le zeste, j'ai le postérieur malencontreusement coincé entre une chaise de camping et un fauteuil design. Et vous ici, vous osez me demander quel est mon dernier mot? Mais quelle question! Quelle question que cette question, elle m'exaspère. D'abord, parce que je suis dans l'incapacité de choisir. Il ne me faudrait pas un unique, mais de multiples mots pour tenter, espérer pouvoir peut-être un jour décrire ne serait-ce qu'une once de la complexité de ces réalités. Cette question, elle m'exaspère. Ensuite, parce qu'elle m'invite à me taire. Je ne veux pas me résigner. Alors, je tente de calmer mon zèle, de rester zen, mais je sens que ça monte. Et au zénith de ma réflexion, je m'interromps, car j'entends d'ici vos estomacs gazouiller. Ce soir, cette question, j'y réponds avant tout par les sonorités, usant de l'ultime son de l'alphabet, sans hésiter ni zozoter. L'aviez-vous remarqué? Et je clôturerai afin de toutes et tous nous accorder en disant « dit-on ». Bravo Blandine. Et bon, cette fois, je ne me trompe pas. Place à Johan pour le mot de la fin. « 6h30, un samedi matin, gare Toulouse-Matabio. Je prends le train, non sans cerne. Le train arrive dans 10 minutes. Le retard étant annoncé avant le quai, je dois m'occuper. Petit café, ça coûte un rein, surtout en gare. Petite clope, ça me coûtera aussi un rein, mais bien plus tard. Sur mon chemin, je crois le SDF local, dont j'admire la matinalité. Me mendiant quelques pièces, je fais les calculs. 1 milliardième de rein, c'est trop. Logiquement, je refuse, prétextant la numérisation de mon argent. Je ne peux me permettre d'alourdir ma valise déjà bien pleine de quelconques écus. D'autant plus qu'avec les vols récents de cuivre sur les lignes ferroviaires, je ne peux me risquer à transporter quelques centimes. Starbucks en main, Twitter dans l'autre, je suis fin prêt à aborder cette journée. Prends garde, monde, j'arrive. Stoppé net dans mon élan par le guichet nomade de prévérification des titres de transport, je montre patte blanche. En même temps, frauder, pourquoi pas, mais certainement pas avant 9h, surtout le samedi. Comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on me notifie d'un changement de place. De la glorieuse fenêtre en tête de peloton, me voilà relégué au fond du wagon, côté couloir. Je m'assois donc en voiture 5, siège 13. À peine eus-je remarqué le chiffre annonciateur de mon malheur que je les entendis. D'abord un murmure, puis un son clair, et enfin une basse-cour assourdissante. Les voilà, les enfants. Ils sont 3 de trop déjà, Starfoula. Comme 3 malheurs n'arrivent jamais seuls, ils se retrouvent dans mon carré. L'un se bave dessus, l'autre imite lamentablement un rafale piquant du nez, et la dernière est trop calme, j'aime pas beaucoup trop ça. À ce moment, je pense à feu mon grand-père.
Il imitait bien mieux un avion de la Luftwaffe et surtout, il bavait bien plus prudemment. Mes derniers mots avec lui ont été « Mais oui, je t'appelle plus tard. En 6 mois, je n'ai pas eu le temps. » C'est le regard de la petite Esther qui me sortira de ma torpeur. Son sourire sardonique cache probablement un esprit non moins démoniaque. Elle a les yeux de sa mère, si tant est que ce soit Belzébuth. L'impression que mon âme passe une radio. Diagnostic, j'ai peur des gosses. Pendant que les 2 frères se chamaillent la propriété d'un Lego parmi d'autres, la petite récite sa poésie en chuchotant. Ne pouvant distinguer une incantation latine d'une fable de La Fontaine, j'interpelle sa mère, pointant l'enfant du Styx du doigt. « C'est votre dernier môme ?» « Non, pas du tout, me dit-elle. C'est ma nièce, je l'avais pour les vacances. » Pas étonnant que les parents, s'ils existent encore, voulurent se débarrasser d'un être aussi effrayant. J'imagine leur épitaphe, leur dernier mot. Exorciste 0, Esther 1. Balle au centre. Le train se met en marche. Le retard induit au départ sera cependant fatidique pour ma correspondance à Paris. Un seul train vous manque et tout est dépeuplé. Comme tout bon Parisien d'origine, je tiens Anne Hidalgo responsable pour ce calvaire. C'est presque qu'elle serait capable de remplacer la ligne TGV par une piste cyclable. La caféine faisant désormais son effet, je fonce au petit coin. Je tiens à proposer, soit dit en passant, une médaille de la Légion d'horreur pour celles et ceux qui s'aventurent dans les toilettes publiques. Bien que le trajet a été d'un calme plat jusqu'ici, le fait de relever la lunette déclenche brusquement un changement de locomotion. Comme c'est bizarre. D'un Toulouse-Paris, je suis propulsé à Paris-Dakar en bord de falaise. Le wagon entame une danse endiablée, me propose ses meilleurs changements de direction. Face à tant d'envie, je me résigne face à tant d'adversité. Et surtout, je soupçonne la machiavélique Esther d'un mauvais sort. J'attendrai donc mon arrivée. Je me rassis et là, la partie commence. L'échiquier qui nous sert de table héberge déjà une partie bien entamée. Ils avancent leurs pions, c'est fou, envahissant mon territoire de tous leurs jouets. À mon tour, j'y place une forte défense. Mon livre, que je ne lis plus, et mon étui de casque sont en première ligne. Faisant cavalier seul, me pensant Kasparov, survient la catastrophe. D'un coup d'un seul, le dadais devance le cadet et m'inflige une blitzkrieg, comme papy n'en a jamais vu. Le Lego, se sentant Icare, vole jusqu'à mon café et le mate. Renversement de situation et de boisson, me voilà entaché. Tâchant de faire bonne figure, je pense que cette défaite cuisante est le dernier de mes mots. Gros naïf. C'était sans compter sur le quinquas générant un surplus au vacarme ambiant. Bien qu'il siégeait à quelques rangs de là, il convoquait tout le wagon pour un team meeting. Jeanne d'Arc, se retournant dans sa tombe, à l'écoute d'autant d'anglicismes. Brainstorming, conf call, after work, workshop, team building, je porte un string. Il n'a vraiment aucune gêne. Le train arrive en gare, le quinquas vénère sort en premier. Pour m'accueillir, la meilleure de toutes. Elle est pour moi ce que l'étoile du berger est au ciel, le fromage à la raclette. Soulagé d'enfin apercevoir un visage familier, je la serre dans mes bras comme si c'était mon dernier moment. Merci. Merci à tous les trois. De nouveau, on va laisser le jury délibérer pour annoncer le grand gagnant. De nouveau, il y a une petite entracte. Ouais, Eh bien, me voilà en grande finale du concours d'éloquence des écoles d'INP. Et je suis très heureux. Le sujet imposé était « C'est votre dernier mot ». Je suis certain qu'à l'annonce du thème, vous vous êtes imaginé à l'émission qui veut gagner des millions, un plateau intimiste, des lumières tamisées, une musique basée sur les battements du cœur, ch'toboboum, ch'toboboum, et le fameux gimmick de Jean-Pierre Foucault, c'est votre dernier mot? Eh bien non, Jean-Pierre, ce n'est pas mon dernier mot. Non public, non jury, ce n'est pas mon dernier mot. Alors avoir le dernier mot, qu'est-ce que cela signifie? Si on analyse simplement l'expression, celui qui a le dernier mot dans un dialogue ou dans une conversation, c'est celui qui est le dernier à parler, qui met donc fin à la discussion. Mais dans le langage courant, quand on dit d'une personne qu'elle a le dernier mot,
c'est qu'elle a pris l'avantage sur ses interlocuteurs, c'est qu'elle a eu le meilleur argument et qu'elle l'emporte sur ses adversaires. Avoir le dernier mot s'apparente alors à avoir raison. Mais le fait d'avoir le dernier mot ne signifie pas toujours avoir raison. Au mieux, cela veut dire que l'on est têtu, que l'on refuse de lâcher prise. Au pire, que l'on est arrogant. Je pense personnellement qu'avoir le dernier mot est un jeu de domination. Alors, si vous, votre référence, c'est Jean-Pierre Foucault, moi, cette expression me fait immédiatement penser à ma copine Pauline. Mince, elle est dans la salle ce soir, dira-t-on qu'elle me fait penser aux femmes en général. Les femmes aiment avoir le dernier mot. C'est bien connu, les gars, vous êtes d'accord? Les filles, oseriez-vous dire le contraire? Tiens, ce matin, j'étais dans la salle de bain avec Pauline, avec une femme. Elle était en train de s'habiller et je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu mets un soutien-gorge alors que tu n'as rien ?» Elle m'a rétorqué aussitôt bah, « Tu mets un caleçon, toi ?» Et bim, elle a eu le dernier mot. Dans la voiture, un peu plus tard, je lui ai gentiment et amoureusement demandé « On n'essayerait pas une position différente ce soir ?» Alors immédiatement, elle m'a dit « Bah ouais, bonne idée, tu te mettras derrière la table à repasser et moi assis sur le canapé devant la télé. » Et bim, elle a eu le dernier mot. Alors les filles, bien entendu, je plaisante. Je serais drôlement misogyne de parler ainsi de ma copine, future épouse peut-être. Non, je rigole. Et je pense qu'elle n'apprécierait pas. Par contre, très sérieusement, je pense qu'avoir le dernier mot appartient souvent aux femmes. Je pense que c'est un acquis du féminisme parce que la jeune génération a été élevée par des parents qui, de près ou de loin, ont vécu mai 68, qu'elle a vu les mères s'affirmer au fil des années, s'inscrire dans une vie sociale et du coup faire valoir leur point de vue et l'emporter de plus en plus souvent dans les décisions du quotidien. Je vais même aller plus loin. Je pense qu'avoir le dernier mot est un don et que c'est un don typiquement féminin. Vous pensez, mesdames, que vous déciderez de l'achat de votre maison, du lieu de votre résidence principale, du choix de la voiture familiale ou de la destination de votre prochaine vacances? Eh bien, oui. Je suis d'accord et je vous donne raison. Et pour en arriver là, vous utilisez un outil de persuasion très efficace, le langage. Là où l'homme est catégorique, quand c'est non, c'est non. Vous préférez, mesdames, échanger, discuter et revenir à la charge. Vous développez une argumentation réfléchie, raisonnée, sans chercher à imposer, amenant votre conjoint à penser comme vous. Et pour les plus fortes d'entre vous, à lui faire croire que vous avez pris la décision à deux. Alors messieurs, vous allez me dire, mais où est l'image du mâle viril, de l'homme dominateur? Eh bien, je vais vous le dire. Il est en face de vous. Eh bien oui, j'ai toujours raison, moi, avec ma copine. À l'unique condition que ce soit « Oui, ma chérie, tu as raison. » Mais non, sachons renoncer, messieurs. Sachons lâcher prise. Sachons écouter l'autre. Laissons l'amour avoir le dernier mot. Alors, c'est votre dernier mot? Ce n'est pas mon dernier mot, public jury. Je m'appelle Nathan Bril, j'ai 22 ans. Je suis en 2e année d'école d'ingénieur à l'ENSIA 7. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. J'ai la chance d'être le grand frère de 2 sœurs de 20 et 21 ans. Et mes parents sont tous 2 fonctionnaires, mariés depuis 25 ans. Et oui, ça existe encore. Mes parents se saignent tous les jours pour nous payer nos études et surtout pour financer nos appartements. Alors pour eux, pour leurs années de dur labeur, pour gagner 3 francs 6 sous pour nous élever, pour les remercier d'aller travailler chaque jour pour nous permettre d'avoir le boulot de nos rêves plus tard. S'il vous plaît, aidez-moi à les rendre fiers. Parce que je ne suis qu'une petite personne. Bientôt peut-être un petit ingénieur. Une poussière dans ce monde. J'aimerais tellement avoir un peu d'importance un jour, un soir, rien qu'un petit instant, et pouvoir écrire sur mon CV « Grand gagnant du discours d'éloquence de Centrale des écoles de l'INP ». La classe, non? Et parce que ma Pauline est dans le public et qu'elle serait trop fière d'avoir dans son lit ce soir un homme non dominateur et lui laissant toujours avoir le dernier mot.
mais heureux gagnant du concours d'éloquence. À ses yeux, je serai le plus beau parleur des écoles de l'INP. Alors merci de m'avoir écouté, entendu pour les plus attentifs. Ce sera là mon dernier mot, mais j'espère de tout cœur que le vôtre jury sera mon prénom à l'appel du vainqueur. Merci. Donc c'est bon, le jury a enfin délibéré. C'est le moment tant attendu, donc je vais laisser le jury monter sur scène et nous annoncer la gagnante de ce concours. On va d'abord passer par le troisième, puis on annoncera le premier. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Tout d'abord, nous sommes étonnés de vous voir si nombreux là aujourd'hui en B00. C'est pas comme je vois ça en cours. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Et bravo, nous sommes ravis de voir ça ce soir. Vraiment, quel talent, dis donc, quel travail. Donc, merci. Alors, sans trop attendre, en troisième position. Pauline. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être allée en finale de finale avec vous ce soir et c'était vraiment un bon moment passé ici à l'N7. Merci beaucoup. On va maintenant annoncer le gagnant de ce concours. Deuxième. Des concours. Non, le gagnant, sinon il n'y a pas de suspense. Ah. Le gagnant. La gagnante, Blondine. Merci. Il marche. Ok. C'est bon? On est ok? Ok. Merci à toutes et tous. C'était vraiment super de partager ce moment avec vous, même si j'étais un peu éblouie pour vous voir. C'était vraiment trop, trop bien. Et merci à l'organisation. Tout mon amour va à Nina. Et puis, désolée Lansat pour cette petite pique, mais on s'aime d'amour et voilà. Donc ils ont le temps de faire des cris de guerre, d'accord. Bravo d'abord à toutes les participantes également, et, parce que c'était vraiment des prestations vraiment très très différentes les unes des autres et c'était assez impressionnant à voir. Et c'est pas grave, je suis deuxième quand on sait que la parole est d'argent et le silence est d'or. C'est pas grave. On va faire venir les... Avant de passer aux feuilles, on va faire monter tous les candidats sur scène. J'aimerais tous vous remercier. Vous avez fait des discours magnifiques. S'il vous plaît, venez. Applaudissez-les fort, s'il vous plaît. Merci.
Et à tous les membres de l'organisation également. Voilà, donc j'aimerais aussi donc remercier le jury de s'être déplacé pour nous. Un peu, on vous a prévenu un peu tardivement, j'en suis navré. Merci beaucoup d'être venus. J'aimerais aussi remercier les associations techniques de l'N7, CAN7, Photo7, TV7 qui ont eu des prestations qui, j'espère, vous ont plu. Donc on a décidé d'offrir un cadeau à l'ensemble des candidats. Ce sont des places de théâtre au théâtre Les 3T. Voilà, donc pour chacun d'entre vous. Ensuite, il y a un cadeau pour chaque finaliste en plus. Donc pour la troisième, on a un appareil photo. Pour le deuxième, nous avons une JBL charge 5, je crois. Et pour la gagnante, un vélo qui arrive en pack avec Nina pour Blandine. Félicitations aux candidats, merci à tous d'être venus.